Cette matinée d'août a commencé comme tant d'autres dans ma maison du quartier Saint-Jean à Châteauroux. Le ciel nuageux, typique de la fin d'été en Berry, annonçait une pluie fine qui accompagnerait mon voyage jusqu'à Limoges. Mon fils Claude était arrivé à l'improviste tôt le matin, insistant pour vérifier la voiture avant mon départ. « Maman, laisse-moi jeter un œil à l'huile et au liquide de refroidissement avant que tu prennes la route. Cette nationale est bien trop dangereuse, dit-il avec ce sourire qui m'avait toujours conquise depuis qu'il était petit. Pendant que je partage cette histoire difficile avec vous, je vous demande de laisser votre like pour que plus de personnes puissent connaître ce récit. Peut-être qu'ainsi, nous pourrons éviter que d'autres personnes âgées vivent le même cauchemar que j'ai vécu entre les mains de celui qui aurait dû me protéger. Je m'appelle Madeleine Dubois, j'ai 76 ans et j'ai été institutrice dans l'enseignement public pendant 31 ans à Châteauroux, dans l'Indre. Je suis veuve depuis 8 ans de mon mari, le capitaine Henri, qui m'a laissé une pension de réversion convenable qui, ajoutée à ma retraite d'enseignante, me permettait de vivre tranquillement et confortablement. Notre maison modeste mais bien entretenue, avec un jardin de roses que je cultive depuis plus de 3 décennies, était mon petit paradis. Je n'aurais jamais imaginé que cet argent, fruit de tant de travail honnête, éveillerait la cupidité de mon propre fils au point qu'il planifie ma mort. J'ai eu 2 fils, Antoine, l'aîné, diplômé ingénieur, travaillant à Paris, toujours responsable depuis l'enfance, et Claude, le cadet, fonctionnaire territorial, divorcé, père de ma chère petite fille Amélie de 16 ans. Claude a toujours été le plus gâté, j'avoue. Peut-être pour compenser la rigidité de son père. Militaire de carrière, j'ai fini par céder davantage à ses caprices. « Tu vas gâter ce garçon, Madeleine », me disait Henri. Si j'avais su à quel point ces paroles se révéleraient exactes. Ma vie était simple et prévisible. J'allais à la messe le dimanche, je participais au club de tricot le mardi. Je retrouvais mon ami docteur Colette pour déjeuner le jeudi. Une fois par mois, je recevais la visite de ma petite fille Amélie pour un week-end ensemble. Je payais ses cours d'anglais, rêvant de la voir entrer à l'université un jour. Ma Peugeot 308 de 2015 avait été achetée avec beaucoup de sacrifices. Après des années d'économie, c'était plus qu'une voiture. Elle représentait mon indépendance. Pouvoir aller et venir sans avoir besoin de déranger personne. Rendre visite à ma commère à Limoges, faire mes courses, aller chez le médecin à Paris quand c'était nécessaire. Les choses ont commencé à changer il y a environ 6 mois, quand j'ai remarqué que Claude venait plus fréquemment à la maison. Ce n'étaient plus les visites du dimanche pour le déjeuner en famille. Il s'est mis à venir en semaine, à des heures bizarres, toujours avec des questions sur mes finances. « Maman, vous devez mieux organiser votre argent. Vous prenez de l'âge, vous ne pouvez plus vous occuper seul des banques et des comptes, » disait-il, en feuilletant mes relevés bancaires que je, dans ma naïveté de mère, laissais à la vue de tous. Il a commencé à questionner la nécessité de ma voiture. « Une dame de votre âge ne devrait pas conduire partout comme ça. Pourquoi ne pas vendre cette voiture? Vous pourriez mieux utiliser cet argent, » insistait-il. Au début, j'avoue que j'ai même pensé que c'était de l'inquiétude sincère. Après tout, quelle mère soupçonne son propre fils? Mais mon amie Colette a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. « Madeleine, je n'aime pas la façon dont Claude regarde vos affaires, vos documents. Avez-vous remarqué comme il demande toujours des nouvelles de la pension d'Henri? J'ai essayé de défendre mon fils. C'est juste de l'inquiétude, Colette. Il sait que je vieillis. L'inquiétude ne justifie pas qu'il fouille dans vos documents quand vous allez à la cuisine faire le café, a-t-elle rétorqué, me laissant troubler. Il y a 3 mois, j'ai remarqué la disparition du premier document important, l'acte de propriété de la maison. J'étais certaine qu'il était dans le 2e tiroir du secrétaire, où je rangeais toujours les papiers importants. Quand j'ai demandé à Claude s'il savait où il était, il a haussé les épaules. « Vous devenez un peu étourdi, dit maman. Vous m'aviez déjà dit que vous l'aviez rangé dans un endroit plus sûr. » Je ne me souvenais pas d'avoir dit cela. Mais à 76 ans, j'avoue que parfois, je doutais de ma propre mémoire.
J'ai commencé à noter dans un carnet où je rangeais les choses pour ne pas me tromper. Dans la première semaine d'août, Claude est arrivé avec des papiers à signer. C'est juste une nouvelle assurance, maman, plus avantageuse que celle que vous avez. J'ai bien étudié la question. J'ai signé sans bien lire. Une autre erreur que je ne referais jamais si je pouvais remonter le temps. Ce n'est qu'après, quand j'en ai parlé à Antoine au téléphone, qu'il s'est alarmé. « Maman, vous avez signé quoi? Quelle assurance? Ne signez rien que Claude apporte sans me le montrer d'abord. » L'inquiétude d'Antoine m'a mise en alerte. J'ai commencé à faire plus attention. J'ai remarqué qu'après les visites de Claude, d'autres choses étaient déplacées. Le certificat de décès d'Henri, les relevés bancaires, la carte bleue. C'est alors que j'ai décidé de l'affronter, un jeudi après qu'il soit apparu à l'improviste. « Claude, il manque un relevé bancaire qui était ici hier. » Il a souri, ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous avez dû le ranger ailleurs, maman. Voulez-vous que je vous aide à chercher? » « Non, ai-je répondu, ferme pour la première fois. Je sais exactement où je l'avais mis. » Une atmosphère étrange s'est installée entre nous. Il semblait gêné par ma fermeté soudaine. Après ce jour-là, j'ai remarqué qu'il avait changé de stratégie. Au lieu d'essayer de me convaincre de vendre la voiture, il s'est mis à proposer de s'occuper de son entretien. « La voiture fait un bruit bizarre, maman. Laissez-moi l'emmener au garage. » « Ce n'est pas la peine, mon fils. Je l'emmène chez Monsieur Moreau comme j'ai toujours fait. Ce vieux bonhomme prend trop cher. Je connais un endroit meilleur. » À la mi-août, j'ai reçu un appel de ma commère Suzanne, de Limoges. Elle était malade. Elle avait besoin de compagnie. J'ai décidé de lui rendre visite ce week-end-là. Quand j'en ai parlé à Claude, il s'est immédiatement proposé de m'emmener. « Ce n'est pas la peine, mon fils. Tu as tes obligations et cela fait plus de 40 ans que je conduis. » Il a insisté, mais j'ai maintenu ma décision. Le matin du voyage, à ma surprise, il est arrivé à la maison à 7 heures. « Je viens vérifier que tout va bien avec la voiture, maman. Cette route est dangereuse. » J'ai accepté l'aide, pensant même que c'était un geste d'affection. De la fenêtre, j'ai observé quand il a soulevé le capot, vérifié l'huile, l'eau. Puis, je l'ai vu se glisser sous la voiture. À l'époque, j'ai pensé qu'il était simplement prudent, comme je me trompais. J'ai préparé un 4x4 à emporter à Suzanne, fait ma petite valise, mis mon chapelet autour du cou, cadeau du dernier anniversaire que j'avais passé avec Henri. Claude m'a fait un étrange au revoir, plus long que d'habitude. « Allez-y avec Dieu, maman. Conduisez prudemment. » Je suis parti pour Limoges vers 9 heures du matin. J'ai allumé la radio. Charles Aznavour chantait « La Bohème ». La circulation était tranquille ce samedi matin. La nationale 20, connue pour ses accidents, était relativement vide. C'est quand je suis arrivé aux côtes de Limoges que tout s'est passé. La descente est raide, pleine de virages. En entrant dans le premier virage prononcé, j'ai appuyé sur le frein pour réduire la vitesse. La pédale est allée jusqu'au bout, sans offrir aucune résistance. J'ai appuyé à nouveau, plus fort. Rien. Mon cœur s'est emballé instantanément. La voiture a commencé à prendre de la vitesse dans la descente. 60 km/h, 80 km. J'ai essayé le frein à main. J'ai tiré de toutes mes forces, mais la voiture s'est juste déstabilisée sans réduire la vitesse. J'ai klaxonné frénétiquement les voitures de banquise devant moi, essayant de les alerter. 90 km, 100 km. Un virage serré approchait. Instinctivement, j'ai serré le chapelet pendu à mon cou. « Mon Dieu, aidez-moi !» ai-je crié, en essayant de contrôler le volant. La voiture était déjà à 100 km. C'est à ce moment-là que j'ai vu un bas-côté d'urgence sur le côté de la chaussée, une rampe d'échappement couverte de sable. En quelques secondes, j'ai dû prendre une décision qui déterminerait si je vivrais ou mourrais. J'ai tourné le volant brusquement vers la droite, sentant la voiture quitter la route et entrer dans le bas-côté sablonneux. L'impact a été violent. La voiture s'est enfoncée dans le sable, a fait un tonneau, puis 2. Les vitres se sont brisées, le métal s'est tordu, tout tournoyait autour de moi.
L'airbag s'est déclenché, me plaquant contre le siège avec une force qui m'a coupé le souffle. Et puis, le silence. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, à demi consciente, prisonnière des ferrailles. J'entendais des sirènes au loin, des voix qui semblaient distantes. « Y a-t-il quelqu'un de vivant là-dedans ? Tenez bon, on arrive !» J'ai essayé de répondre, mais je n'ai réussi qu'à gémir. La douleur était indescriptible. Les pompiers ont travaillé pendant presque 1 heure pour me sortir des décombres. « C'est un miracle que vous soyez vivante », a dit l'un d'eux, pendant qu'il me mettait dans l'ambulance. « Quelqu'un là-haut vous aime beaucoup. » À l'hôpital, j'ai découvert l'étendue de mes blessures. 3 côtes cassées, clavicules fracturées, coupures profondes au visage et au bras. Mais j'étais vivante, un fait qui, selon les médecins, défiait toute explication logique après avoir vu l'état de la voiture. C'est le 2e jour d'hospitalisation qu'Antoine est arrivé de Paris. Son visage était pâle, les yeux rouges de quelqu'un qui n'avait pas dormi. « Maman, la police de la route a déjà examiné la voiture, » dit-il, tenant ma main avec précaution pour ne pas toucher les blessures. Les freins ont été coupés. Ce n'était pas un accident, c'était une tentative d'homicide. À ce moment-là, tout a pris sens. Claude se glissant sous la voiture, les questions sur l'assurance, les documents disparus. « Ce n'est pas possible », ai-je murmuré, même en sachant au fond que c'était vrai. « Il y a autre chose, maman », a continué Antoine, hésitant. « Il y avait une caméra de sécurité à la station-service où vous vous êtes arrêté pour faire le plein avant le voyage. L'enregistrement montre Claude en train de trafiquer les freins de la voiture pendant que vous étiez à la maison. Les larmes sont venues sans que je puisse les retenir. Mon propre fils, mon cadet, celui que j'avais porté dans mon ventre, allaité, élevé avec tout l'amour et la tendresse. Il avait froidement planifié ma mort. Pourquoi ? C'est tout ce que j'ai réussi à demander entre les sanglots. L'argent, maman, c'est toujours pour l'argent. La police a découvert qu'il est noyé dans les dettes auprès d'usuriers. Et ces papiers qu'il vous a fait signer ? C'était une assurance vie de 500 000 € avec lui comme seul bénéficiaire. Pendant que je digérais cette terrible révélation, l'inspecteur Bernard Lefebvre est entré dans la chambre après avoir demandé l'autorisation. Homme d'expérience, au regard compatissant, il avait déjà essayé de me parler la veille, mais je n'étais pas en état. « Madame Dubois, je sais que c'est difficile, mais nous avons besoin de votre déposition, et vous devez tout savoir. Votre fils Claude a été arrêté ce matin. Quand il a appris que vous aviez survécu, il a tenté de fuir. » L'inspecteur m'a montré sa tablette. Dessus, des images d'une caméra de sécurité montraient clairement Claude se glissant sous ma voiture ce matin-là, avec une pince à la main. Un autre enregistrement, celui de la station-service où je m'étais arrêté pour faire le plein, le montrait suivant ma voiture dans un autre véhicule, probablement pour s'assurer que son plan fonctionnerait. Nous avons trouvé sur son téléphone portable des recherches sur comment couper des freins sans laisser de preuves et accident mortel en descente, a expliqué l'inspecteur. Et aussi des conversations avec la compagnie d'assurance, demandant combien de temps il faudrait pour recevoir l'argent après le sinistre. Sinistre. Un mot si froid pour décrire ce qui aurait été ma mort. A-t-il avoué ? Ai-je demandé d'une voix faible. Pas explicitement. Il prétend qu'il ne faisait que vérifier les freins, qu'il ne savait pas qu'ils étaient endommagés. Mais les preuves sont accablantes, Madame Dubois. Quand l'inspecteur est parti, je suis restée seule avec Antoine. Le silence pesait entre nous. Comment une famille en arrive-t-elle à ce point ? Comment un fils planifie-t-il de tuer sa propre mère pour de l'argent ? Je vais rester avec vous jusqu'à ce que vous soyez complètement rétabli, a dit Antoine, brisant le silence. Après, si vous voulez, vous pouvez venir vivre avec moi à Paris. J'ai secoué la tête négativement. Cette ville est ma maison, mon fils. J'ai mes amis, mon église, mon jardin. Je ne permettrai pas que ce que Claude a fait m'enlève cela aussi. Dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu la visite du docteur Colette, qui a pleuré en me voyant dans cet état. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait avec ce garçon, Madeleine. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il irait aussi loin.
Ma voisine, Madame Germaine, est aussi venue me voir. Elle a apporté des fleurs de mon propre jardin. Je m'occupe de vos roses, Madame Madeleine, pour quand vous reviendrez. Ce qui me brisait le plus le cœur était de penser à Amélie, ma petite fille. Comment réagirait-elle en apprenant que son père avait tenté de tuer sa grand-mère? J'ai demandé à Antoine de faire attention en le lui racontant, de la protéger autant que possible. Quand j'ai finalement pu sortir de l'hôpital, 2 semaines plus tard, je suis revenue dans une maison différente. Antoine avait installé des caméras de sécurité, changé toutes les serrures. Mon amie Colette avait organisé un roulement entre les dames du club de tricot pour me tenir compagnie les premiers jours. La douleur physique peu à peu diminuait, mais la douleur de l'âme de savoir que j'avais engendré et élevé un fils capable d'une telle cruauté, celle-là, je savais qu'elle m'accompagnerait pour toujours. La procédure judiciaire a commencé. Claude a été inculpé de tentative d'homicide aggravé avec les circonstances aggravantes de motifs abjects et d'usage de moyens ayant rendu ma défense difficile. Son avocat tentait par tous les moyens de disqualifier les preuves, prétendant qu'il ne faisait que vérifier les freins, sans intention de les endommager. Mais les preuves étaient solides. Les recherches sur son portable, les enregistrements, l'assurance vie frauduleuse, les dettes découvertes. Et surtout, l'expertise technique confirmant que les câbles de frein avaient été coupés de manière à se rompre complètement au premier freinage énergique, exactement comme cela se produirait dans une descente. En attendant le procès, j'ai reçu une lettre de Claude depuis la prison. J'ai beaucoup hésité avant de l'ouvrir. Quand j'ai finalement trouvé le courage, j'ai trouvé non pas une demande sincère de pardon, mais une série d'accusations et de tentatives de manipulation émotionnelle. « Maman, comment avez-vous pu croire que je ferais cela? Je suis votre fils. Ils m'accusent parce qu'ils sont jaloux de notre relation. Vous allez laisser votre propre fils pourrir en prison pour un malentendu. » Ces mots ne faisaient que confirmer ce que j'avais douloureusement déjà accepté. Mon fils était un manipulateur qui ne montrait aucun remords réel. J'ai montré la lettre à Antoine, qui était indigné. « Il n'a aucune limite, maman. Il essaie encore de vous faire culpabiliser. Si cette histoire vous touche le cœur, s'il vous plaît, partagez-la pour qu'elle atteigne plus de personnes. Beaucoup de personnes âgées souffrent en silence de situations d'abus et de manipulation. Votre like et votre partage peuvent aider à sauver de vraies vies. Le jour du procès approchait, et avec lui grandissait mon angoisse. Je devrais regarder dans les yeux mon propre fils et raconter au monde comment il avait tenté de me tuer pour hériter de mon argent. Comment une institutrice retraitée de 76 ans, qui avait consacré sa vie à éduquer les enfants, en était-elle arrivée là? La semaine du procès fut la plus difficile. Ma tension artérielle oscillait dangereusement. Le médecin a failli m'interdire de comparaître. Mais je savais que je devais être là. Regarder Claude dans les yeux et montrer que sa tentative de mettre fin à ma vie avait échoué. La veille, je n'arrivais pas à dormir. Je regardais les photos de famille sur l'étagère. Henri, dans son uniforme impeccable, les garçons petits, les fêtes d'anniversaire, les remises de diplômes. Où avions-nous fait fausse route? Qu'avait-il manqué? Ces questions me tourmentaient. Le tribunal était étonnamment plein ce matin-là. J'ai appris plus tard que mon affaire avait attiré l'attention de toute la ville. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'un fils tente de tuer sa propre mère en coupant les freins de sa voiture. Des gens que je ne connaissais même pas étaient là, certains par curiosité morbide, d'autres par solidarité. J'ai reconnu plusieurs anciennes élèves, devenues femmes aujourd'hui, qui étaient venues soutenir leur ancienne institutrice. Je suis entrée en m'appuyant sur Antoine et sur la canne qui faisait désormais partie de ma vie, une des séquelles de l'accident. Mon corps s'était raisonnablement bien remis pour une dame de 76 ans, mais ne redeviendrait jamais le même. Les douleurs dans le dos seraient des compagnes constantes désormais. Quand l'huissier a annoncé l'entrée de l'accusé, j'ai senti mon cœur se serrer. Claude est entré menotté, portant un costume que j'ai reconnu. Je l'avais moi-même acheté pour lui à Noël dernier. Il était plus maigre, la barbe pas faite.
Nos regards se sont croisés un bref instant, et ce que j'ai vu m'a glacé. Il n'y avait aucun repentir dans ses yeux, seulement un calcul froid. Le procureur de la République, maître Dupuis, a présenté l'affaire avec une précision technique impressionnante. Les preuves ont été présentées une à une. Les images de la caméra de mon jardin montrant Claude bricolé sous la voiture, l'enregistrement de la station-service où je m'étais arrêté pour faire le plein qui le montrait suivant ma voiture dans un autre véhicule, les recherches sur son ordinateur sur comment couper des freins sans laisser de preuves et accident mortel en descente. Mais ce sont les messages, textes, qui m'ont le plus dévasté. Des échanges entre Claude et un usurier appelé Marcel, datés d'une semaine avant l'incident. « T'inquiète pas, mec, je vais tout te rembourser avec les intérêts. Ma vieille a une grosse assurance et ses jours sont comptés. » Un autre, à un ami qui avait aussi été cité à témoigner. « Après que la mémère ait cassé sa pipe, je vais régler mes dettes et il me restera encore du fric pour profiter. » La mémère. C'est ainsi qu'il parlait de moi. La femme qu'il avait portée dans son ventre pendant 9 mois, qui avait passé des nuits blanches quand il avait de la fièvre, qui avait économisé pendant des années pour payer ses études, les mêmes qu'il avait abandonnées au 3e semestre. Quand mon tour de témoigner est arrivé, mes jambes tremblaient. Le juge, percevant ma fragilité, m'a permis de rester assise. D'une voix émue mais ferme, j'ai tout raconté. Les visites étranges, les documents disparus, les questions sur mon argent et sur la voiture. « Madame Dubois » a demandé le procureur, « aviez-vous le moindre soupçon que votre fils puisse attenter à votre vie ?»« Jamais » ai-je répondu avec sincérité. Quelle mère peut imaginer une chose pareille? J'avais remarqué des comportements étranges. Oui, j'en avais même parlé à mon amie Colette. Mais de là à planifier ma mort, cela ne m'avait jamais traversé l'esprit. L'avocat de la défense, un jeune homme en costume cher, a tenté la stratégie que j'attendais déjà. Me faire passer pour une dame sénile à la mémoire défaillante. Madame Dubois, ne pensez-vous pas que, à votre âge avancé, vous puissiez avoir confondu des dates, des événements, des conversations? J'ai relevé la tête et les regardé droit dans les yeux. 31 ans à enseigner à des adolescents m'avait donné de la pratique pour gérer ce type d'insolence déguisée. Jeune homme, j'ai peut-être 76 ans, mais ma mémoire fonctionne parfaitement. Je suis capable de vous réciter maintenant même les vers de Victor Hugo que j'ai enseignés pendant des décennies. Ce qui fait défaut, ce n'est pas ma mémoire, mais la capacité de croire que mon propre fils planifierait ma mort. Il y a eu un murmure d'approbation dans la salle. L'avocat a changé de tactique. Monsieur Claude prétend qu'il ne faisait que vérifier les freins de la voiture, inquiet pour votre sécurité. N'est-il pas possible que les câbles aient été usés naturellement? L'expertise technique est claire, a interrompu le procureur. Les câbles ont été coupés de manière intentionnelle, de façon à se rompre complètement au premier freinage énergique. Le moment le plus difficile a été quand Claude a finalement parlé. Je m'attendais à voir un signe de remords, une explication, même insuffisante pour ce qu'il avait fait. Au lieu de cela, j'ai entendu un récit fabriqué sur la façon dont il ne faisait que vérifier les freins et comment il était persécuté injustement. Ma mère est confuse, influencée par mon frère qui a toujours été jaloux de notre relation, a-t-il même osé dire, les yeux embués de larmes que je sais maintenant étaient des fausses. Je ne ferai jamais rien pour lui faire du mal. Elle est tout dans ma vie. Chaque mot résonnait comme un nouveau coup de poignard. Comment arrivait-il à mentir de façon si convaincante? Combien d'autres mensonges avais-je cru au fil des années? Le témoignage d'Antoine a été bref et percutant. Il a parlé des appels suspects, de comment il avait commencé à remarquer des changements dans le comportement de son frère, quand il avait découvert l'étendue des dettes auprès d'usuriers. Il m'avait demandé de l'argent plusieurs fois, disant que les paris sportifs rapporteraient vite. Quand j'ai refusé, il a dit qu'il trouverait l'argent d'une manière ou d'une autre. 3 jours de procès qui semblaient ne jamais finir. 3 jours à revivre l'horreur de cet accident, à ressentir à nouveau la terreur de réaliser que les freins ne fonctionnaient pas, que la voiture prenait de la vitesse dans la descente,
que la mort se rapprochait à chaque seconde. Le dernier jour, ce furent les plaidoiries finales. Le procureur a été implacable. Ce que nous voyons ici n'est pas seulement une tentative d'homicide. C'est une trahison qui défie l'entendement humain. Un fils qui, mu par la cupidité, par le désespoir financier causé par sa propre addiction au jeu, a froidement planifié la mort de sa propre mère, une institutrice retraitée qui avait consacré sa vie aux autres, y compris à lui. Le verdict est tombé le mercredi après-midi. Le juge, Monsieur le Président Moreau, homme d'expérience et de peu de mots, a été catégorique. Claude a été reconnu coupable de toutes les accusations, tentative d'homicide aggravé, avec les circonstances aggravantes de motifs abjects, de moyens ayant rendu ma défense difficile et de crimes contre ascendant. Cette cour est rarement témoin d'un crime aussi répugnant que celui-ci, a dit le juge en lisant la sentence. L'accusé n'a pas seulement trahi la confiance de sa mère, il a calculé et planifié sa mort de manière à faire passer cela pour un accident, tout cela par cupidité. La peine doit refléter la gravité exceptionnelle de ce crime. Claude a été condamné à 28 ans de réclusion criminelle. Quand le juge a annoncé la sentence, il a finalement perdu son sang-froid. « C'est injuste. Maman, dis-leur que c'est tout faux. Maman !» Ces cris résonnaient pendant que les gardiens l'emmenaient. Je n'arrivais pas à regarder. J'ai fermé les yeux et senti les larmes couler. Ce n'étaient pas des larmes de satisfaction pour la justice rendue. C'étaient des larmes de deuil pour un fils qui, pour moi, était mort ce jour-là. En sortant du palais de justice, j'ai été surprise par un petit groupe de dames, dont beaucoup étaient mes anciennes élèves, qui m'attendaient avec des fleurs. « Madame Madeleine, vous nous avez toujours appris le courage, et aujourd'hui vous nous avez montré ce que cela signifie vraiment, » a dit l'une d'elles, en me tendant un bouquet de marguerites. Les jours qui ont suivi le procès ont été marqués par un silence pesant. La maison semblait plus vide, même avec la présence constante d'Antoine, qui avait décidé de prendre des congés pour rester avec moi. Les nouvelles sur l'affaire ne cessaient de circuler. J'étais devenue involontairement une sorte de célébrité locale, l'institutrice qui avait survécu à la tentative d'assassinat de son propre fils. Des journalistes frappaient à ma porte voulant des interviews. J'ai tout refusé. Qu'y avait-il de plus à dire? Que mon cœur était brisé? Que je me réveillais au milieu de la nuit avec des cauchemars de l'accident? Que je me demandais où j'avais failli dans l'éducation de mon fils? Dans une de ces nuits difficiles, quand le sommeil ne venait pas, Antoine m'a trouvée dans le salon en train de regarder de vieux albums photos. « Maman, il faut arrêter de vous culpabiliser, a-t-il dit, en s'asseyant à côté de moi. Ce que Claude a fait n'est pas de votre faute. Mais c'est mon fils, Antoine. Il est sorti de moi. Je l'ai allaité. Je l'ai élevé. Comment a-t-il pu devenir cela? Certaines personnes font de mauvais choix, maman, indépendamment de la façon dont elles ont été élevées. Papa et vous nous avez donné la même éducation à tous les deux. J'ai choisi un chemin, lui en a choisi un autre. » Ces mots avaient du sens, mais le cœur d'une mère ne suit pas la logique. Une semaine après le procès, j'ai reçu la visite que je redoutais le plus. Amélie, ma petite fille de 16 ans, fille de Claude. Mon ex-belle-fille, Sophie, avait essayé de la protéger au maximum, mais il était impossible de cacher complètement la vérité. Quand je l'ai vue à la porte si fragile, si troublée, j'ai senti mon cœur se serrer. Ses yeux, si semblables à ceux de son père, étaient gonflés d'avoir trop pleuré. J'ai ouvert mes bras et elle a couru vers moi, sanglotant comme l'enfant qu'elle était encore au fond. « Mamie, je ne comprends pas. Pourquoi papa a fait ça? » Comment expliquer l'inexplicable? Comment dire à une adolescente que son père était capable de tuer sa propre mère pour de l'argent? J'ai choisi mes mots avec soin. « Ton père est malade, Amélie. Pas d'une maladie que les médecins peuvent soigner, mais d'une maladie de l'âme. Il a fait des choix terribles qui ont des conséquences. Mais rien de tout cela n'est de ta faute, mon amour. Rien. J'ai honte d'aller au lycée, a-t-elle avoué entre les larmes. Tout le monde sait, tout le monde en parle.
Je sais comme c'est difficile, ai-je répondu en caressant ses cheveux. Mais tu es forte, plus forte que tu ne l'imagines. Et tu n'es pas seule. Tu as ta mère, tu m'as moi, tu as ton oncle Antoine. Cette nuit-là, Amélie a dormi chez moi. Au petit matin, je me suis réveillée en entendant ses cris. Elle faisait un cauchemar. Je suis allée dans sa chambre aussi vite que ma canne me le permettait et je l'ai trouvée assise dans le lit, haletante. J'ai rêvé que papa essayait de me pousser d'un endroit très haut, a-t-elle dit, tremblante. Et il souriait en le faisant. J'ai serré sa main fort. Ce n'était qu'un rêve, ma chérie. Tu es en sécurité ici. Mais serait-elle vraiment en sécurité? La peur est une graine persistante qui, une fois plantée, pousse même dans le sol le plus stérile. Et mon fils avait planté la peur dans le cœur de sa propre fille. Le lendemain matin, pendant que nous prenions le petit déjeuner, Amélie m'a posé la question que je savais qui viendrait finalement. « Mamie, est-ce que vous pardonnerez à papa un jour ?» J'ai regardé ses jeunes yeux, remplis d'une douleur qu'il n'aurait pas dû porter, et j'ai su que je ne pouvais pas répondre avec des mensonges consolateurs. Je ne sais pas, ma chérie. Le pardon est un long chemin. En ce moment, j'essaie de comprendre, d'accepter ce qui s'est passé. Pardonner, c'est peut-être demander trop à mon cœur maintenant. Elle a hoché la tête, compréhensive au-delà de son âge. Moi non plus, je ne sais pas si j'arrive à pardonner. Les jours ont passé, et petit à petit, j'ai repris ma routine. Je suis retournée au club de tricot, à la messe le dimanche. Les gens me regardaient différemment, un mélange de pitié, de curiosité et d'admiration. Moi qui avais toujours été simplement Madame Madeleine l'institutrice, je portais maintenant un autre titre, la survivante. C'est pendant une de ces matinées à l'église que j'ai rencontré Madame Léonore, une dame de 81 ans que je connaissais à peine. Elle s'est approchée après la messe, d'un pas hésitant. « Madame Madeleine, puis-je vous parler une minute ?»« Bien sûr, Madame Léonore. J'ai lu votre histoire dans le journal et, eh bien, je crois que mon neveu me fait quelque chose de similaire. » Mon sang s'est glacé. « Comment cela ?» Il arrive sans prévenir, fouille dans mes documents, insiste pour que je mette ma maison à son nom pour éviter les problèmes de succession. La semaine dernière, il a insisté pour que je prenne des comprimés qu'il avait apportés, disant que c'était des vitamines, mais ils avaient une odeur bizarre. J'ai pris ses mains tremblantes dans les miennes. « Madame Léonore, vous devez porter plainte immédiatement. »« Mais c'est mon neveu, le fils de ma sœur qui nous a quittés. Comment puis-je l'accuser ?» Les mêmes doutes, le même conflit que j'avais ressenti, le même sens erroné de loyauté familiale qui avait failli me coûter la vie. « Madame Léonore, écoutez-moi bien. Ce que vous me racontez là sont des signes dangereux. S'il vous plaît, venez avec moi tout de suite au commissariat. » Cette même après-midi, j'ai accompagné Madame Léonore au commissariat spécialisé dans la protection des personnes âgées, où nous avons rencontré le commissaire Émile, un homme d'âge mûr au regard compatissant mais ferme. Il a écouté attentivement son récit, prenant des notes détaillées. « Vous avez très bien fait de venir, Madame Léonore. Et vous, Madame Madeleine, merci de l'avoir accompagnée. Malheureusement, des cas comme ceux-ci sont bien plus fréquents que les gens ne l'imaginent. Beaucoup de victimes ne portent pas plainte par honte ou par peur, ai-je commenté, en pensant à combien d'autres personnes pouvaient vivre des situations similaires à ce moment précis. « Exactement », a confirmé le commissaire. La maltraitance envers les personnes âgées, surtout quand elle vient de la famille, est l'un des crimes les moins déclarés qui existent. Les victimes se sentent honteuses, coupables de trahir la famille, ou tout simplement ne croient pas que leurs proches puissent vraiment vouloir leur faire du mal. En sortant du commissariat, Madame Léonore a serré ma main très fort. « Vous m'avez sauvée aujourd'hui, Madame Madeleine. Si vous n'aviez pas vécu cela avec votre fils, si vous n'aviez pas eu le courage de raconter votre histoire, c'est à cet instant-là, sur le trottoir devant le commissariat, que j'ai réalisé. Peut-être y avait-il un but à tout cela.
Peut-être que ma douleur pouvait servir à éviter la douleur d'autres personnes. Peut-être était-ce la réponse à la question qui me tourmentait. Pourquoi avais-je survécu? La semaine suivante, j'ai reçu un appel de l'assistante sociale du commissariat. Elle voulait savoir si j'accepterais de participer à une conférence pour personnes âgées sur la violence patrimoniale et familiale. J'ai hésité au début. Parler en public de quelque chose d'aussi douloureux et intime semblait une montagne impossible à gravir. « Réfléchissez-y, Madame Madeleine », a-t-elle insisté gentiment. « Votre histoire peut ouvrir les yeux de beaucoup de gens. Elle peut littéralement sauver des vies. » Après avoir parlé avec Antoine et beaucoup réfléchi, j'ai accepté. La conférence a eu lieu dans la salle paroissiale de l'église, par un jour pluvieux de septembre. À ma surprise, l'endroit était bondé. Plus de 60 personnes âgées, beaucoup accompagnées de leurs enfants ou petits-enfants, qui se souciaient vraiment d'elles. Les jambes tremblantes et la voix d'abord hésitante, j'ai raconté mon histoire. J'ai parlé des signes que j'avais ignorés, des coïncidences qui n'en étaient malais pas, de l'invasion progressive de ma vie privée et de mon autonomie. J'ai parlé de ce matin fatidique où mon fils avait coupé les freins de ma voiture et du miracle qui m'avait permis d'être là, vivante, pour raconter cette histoire. S'il y a une chose que j'ai apprise, ai-je conclu, c'est que l'amour véritable ne vous enlève jamais votre autonomie, n'envahit jamais votre intimité, n'essaie jamais de contrôler votre argent ou vos biens. Si quelqu'un qui dit vous aimer fait cela, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle, c'est de la maltraitance. Et cela peut être le premier pas vers quelque chose de bien pire. Quand j'ai terminé, le silence était palpable. Puis, une dame au premier rang s'est levée, lentement, et a commencé à applaudir. D'autres se sont joints à elle, jusqu'à ce que toute la salle soit debout. Beaucoup pleuraient, pas seulement pour moi, j'ai réalisé après, mais parce que mon histoire avait touché leurs propres blessures, des soupçons qu'elles gardaient secrets, des peurs qu'elles n'avaient jamais exprimées. À la fin, une file de personnes s'est formée pour me parler. Des dames qui soupçonnaient leur fils ou petit-fils, des personnes âgées dont les retraites étaient contrôlées par des parents, des gens qui avaient signé des procurations sans en comprendre complètement les implications. « Que dois-je faire ?» demandaient-ils tous, avec des variantes de la même angoisse dans les yeux. Je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez peuvent connaître quelqu'un en situation de vulnérabilité. S'il vous plaît, ne cessez pas de regarder jusqu'à la fin. Ce que je vais partager peut aider à sauver des vies. Et si vous n'avez pas encore mis votre like, faites-le maintenant pour que ce message atteigne plus de personnes. À chacun, j'avais la même réponse. Portez plainte. Cherchez de l'aide. Ne permettez pas que l'amour que vous ressentez pour eux fasse taire votre voix ou compromette votre sécurité. Si vous vous demandez comment j'ai réussi à survivre après avoir découvert que mon propre fils avait planifié ma mort, continuez à regarder. Et si vous connaissez une personne âgée qui vit seule, partagez cette vidéo avant qu'il ne soit trop tard. Les signes étaient tous là, je ne savais simplement pas les reconnaître. Dans les mois qui ont suivi cette première conférence, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le téléphone a commencé à sonner fréquemment. C'était des invitations à parler dans d'autres églises, associations de retraités, même dans un commissariat spécialisé dans les crimes contre les personnes âgées à Paris. Mon histoire, aussi douloureuse soit-elle, résonnait chez beaucoup de gens. Antoine a essayé de m'en dissuader au début. « Maman, vous avez déjà traversé tant d'épreuves. Vous n'avez pas besoin de revivre ce traumatisme à chaque fois. » Mais je savais que j'avais trouvé un but dans tout cela. Chaque fois que je partageais mon expérience, je sentais que je donnais un sens à ma souffrance, transformant une tragédie personnelle en une alerte qui pourrait sauver d'autres vies. C'est lors d'une de ces conférences que j'ai rencontré Maître Hélène Mercier, procureure spécialisée dans les crimes contre les personnes âgées. Après m'avoir entendu parler à un groupe de fonctionnaires, elle est venue me voir. « Madame Madeleine, votre histoire est marquante non seulement par ce qui s'est passé, mais par la façon dont vous avez transformé cette expérience en quelque chose de positif, a-t-elle dit, avec une admiration sincère dans le regard. Nous formons un groupe de travail pour élaborer des propositions de politique publique de protection des personnes âgées. Aimeriez-vous contribuer avec votre expérience?
moi qui pendant 31 ans n'avais été qu'une simple institutrice, je me suis soudain retrouvée à participer à des réunions avec des procureurs, des commissaires, des assistants sociaux, aidant à formuler des brochures informatives sur les droits des personnes âgées et comment identifier les signes de maltraitance. C'était un travail bénévole qui me donnait une satisfaction indescriptible. Un après-midi, pendant que j'organisais du matériel pour une conférence, j'ai reçu une visite inattendue. Amélie, ma petite fille, est venue avec une enveloppe à la main. « Mamie, j'ai quelque chose à vous montrer », a-t-elle dit, en s'asseyant à côté de moi sur le canapé. Dans l'enveloppe, il y avait un travail scolaire intitulé « Violence envers les personnes âgées, un problème invisible dans la société française. C'est mon devoir de sociologie », a-t-elle expliqué, avec un mélange de fierté et de timidité. J'ai eu la meilleure note et la professeure m'a demandé de le présenter à la foire aux sciences de l'école. J'ai feuilleté le travail, émue. Amélie avait recherché des statistiques, des types de violences, la législation de protection des personnes âgées. Il y avait aussi une partie sur les signes d'alerte et où chercher de l'aide. À la fin, une petite note, dédiée à ma grand-mère Madeleine, qui a transformé sa douleur en force pour aider les autres. Les larmes sont venues sans que je puisse les retenir. J'ai serré ma petite fille dans mes bras, cette merveilleuse jeune fille qui, malgré le fardeau d'être la fille de qui elle était, trouvait la force de transformer cette réalité en quelque chose de constructif. « Je suis si fière de toi, mon amour », ai-je murmuré entre les larmes. « C'est vous qui m'avez inspirée, mamie », a-t-elle répondu, pleurant aussi. « Si vous avez réussi à ne pas vous laisser détruire par tout cela, moi aussi je peux. » Beaucoup de personnes m'écrivent en me demandant comment j'ai perçu les signes. Racontez dans les commentaires si vous avez déjà remarqué des comportements étranges chez des proches intéressés par le patrimoine de personnes âgées. Votre expérience peut ouvrir les yeux de ceux qui regardent et ont besoin de cette information. La vérité est que les signes ont toujours été là. Je ne voulais simplement pas les voir. Les visites soudaines de Claude à des heures inhabituelles, les questions insistantes sur mes biens et finances, les documents qui ont commencé à disparaître, les suggestions pour que je vende la voiture ou même la maison pour mieux profiter de l'argent, l'intérêt soudain pour gérer mes comptes bancaires, pour avoir procuration, pour régler les formalités pour moi. Si vous êtes âgé et remarquez qu'un membre de la famille essaie de contrôler vos finances, essaie de vous isoler d'autres membres de la famille ou d'amis, suggère répétitivement que vous n'êtes plus en état de gérer votre propre vie, soyez vigilants. Ce sont des signaux d'alarme qui ne doivent pas être ignorés. 1 an après l'accident, j'ai été invitée à participer à une émission d'interview à la télévision locale. J'étais nerveuse. Une chose était de parler à de petits groupes dans des salles paroissiales. Une autre, bien différente, était d'apparaître à la télévision. Antoine et Amélie ont insisté pour que j'accepte. Vous avez un don pour communiquer ce sujet difficile d'une façon que les gens comprennent, a argumenté Antoine. Pensez à combien de personnes vous pouvez atteindre. En plus, a ajouté Amélie avec un sourire, vous êtes magnifique devant les caméras, mamie. L'émission était en direct, ce qui a encore augmenté ma nervosité. Mais quand les caméras se sont allumées et que la présentatrice a commencé à poser des questions, quelque chose d'étrange s'est produit. Toute la nervosité a disparu. J'ai parlé avec la même spontanéité qu'avec mes anciens élèves, avec la même passion et clarté. « Madame Madeleine, comment arrivez-vous à parler de quelque chose d'aussi douloureux sans vous laisser abattre ?» a demandé la présentatrice à un moment donné. J'ai réfléchi quelques secondes avant de répondre. Je ne vais pas dire que c'est facile. Il y a des jours où la douleur est si grande que j'arrive à peine à sortir du lit. Il y a des nuits où je me réveille en criant, revivant le moment où j'ai réalisé que les freins ne fonctionnaient pas. Mais j'ai découvert que partager cette douleur, utiliser cette expérience pour alerter les autres, donne un sens à ma souffrance. Et quand je reçois des messages de personnes qui ont pris des mesures après m'avoir entendu, qui ont identifié des situations abusives et cherché de l'aide à temps, cela guérit un petit peu mon cœur. Après l'émission, les appels et messages n'ont pas cessé d'arriver.
Un en particulier m'a profondément touchée. Une dame de 83 ans, Madame Brigitte, a appelé la chaîne pour me parler. Quand nous avons finalement parlé, elle était en larmes. Madame Madeleine, j'ai regardé votre interview hier et je n'ai pas dormi de la nuit. Mon neveu, qui vit avec moi depuis 5 ans, fait tout ce que vous avez décrit. Il contrôle ma carte bancaire, prend presque toute ma retraite, ne me laisse pas recevoir de visite, cache mes médicaments. Après vous avoir entendu, j'ai réalisé que je dois faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Avec l'aide d'une voisine, Madame Brigitte a réussi à contacter la brigade de protection des personnes âgées. Une enquête a découvert que le neveu avait détourné plus de 70 000 € de son compte ces dernières années et essayait de la forcer à faire un testament en sa faveur. Heureusement, l'intervention a eu lieu avant que quelque chose de plus grave n'arrive. Des cas comme celui de Madame Brigitte me donnaient la force de continuer, même les jours où la douleur et les souvenirs semblaient insupportables. Antoine s'inquiétait parfois que je me surmène. « Maman, vous avez déjà 67 ans, vous devez aussi vous reposer. » Mais je savais que je ne pourrais pas simplement m'installer dans un fauteuil à bascule et faire semblant que rien ne s'était passé. J'avais une mission maintenant, et elle me gardait vivante, active, avec un but. Au fil du temps, j'ai collecté des histoires, identifié des schémas, appris davantage sur les différents types de violences contre les personnes âgées, pas seulement la violence physique, mais la violence patrimoniale, psychologique, la négligence. J'ai créé une sorte de guide mental de signaux d'alerte que je partageais dans mes conférences. Isolement social soudain, quand des membres de la famille commencent à rendre difficiles les visites ou contacts avec des amis et autres parents. Changement inattendu dans des documents légaux, testament, procuration, transfert de biens. Disparition inexplicable de biens, d'argent ou d'objets de valeur. Explication incohérente pour des blessures ou accidents récurrents. Changement brusque d'humeur ou de comportement quand un certain membre de la famille est pressant. Médicaments qui disparaissent ou qui semblent être administrés incorrectement. Transactions bancaires non autorisées ou inexplicables. Signature sur des documents qui semblent falsifiés ou obtenus sous pression. La maltraitance envers les personnes âgées, j'insistais toujours dans mes conférences, commence souvent de façon subtile et escalade peu à peu. L'agresseur teste les limites, vérifie ce qu'il peut faire sans être questionné, puis avance un peu plus. C'est comme l'histoire de la grenouille dans l'eau qui se réchauffe graduellement. Quand elle réalise qu'elle bout, il est déjà trop tard pour sauter. Un dimanche matin, pendant que je me préparais pour aller à la messe, j'ai reçu un appel d'Antoine. Sa voix était étrange, tendue. « Maman, êtes-vous assise ?»« Oui. Qu'est-ce qui se passe, mon fils ?»« C'est Claude, il a tenté de se suicider en prison. » Le monde a semblé se figer un instant. Mon fils, celui qui avait tenté de m'ôter la vie, avait maintenant tenté de s'ôter la sienne. Les sentiments qui m'ont envahi étaient contradictoires, confus, choc, tristesse, colère, même culpabilité, bien que je sache rationnellement que je n'étais coupable de rien. Comment va-t-il? Il est vivant. Ils l'ont trouvé à temps. Il est à l'infirmerie de la prison, sous surveillance. Il y a eu un long silence sur la ligne. Que dire? Que ressentir? Voulez-vous lui rendre visite? A finalement demandé Antoine, hésitant. La question a plané dans l'air comme un nuage lourd. Étais-je allé voir Claude en prison? Non, je n'avais pas pu. L'idée de l'affronter, de voir ce visage que j'avais tant aimé, que j'avais embrassé quand il était bébé, dont j'avais pris soin quand il était malade, et savoir que derrière ce visage, il y avait quelqu'un qui avait froidement planifié ma mort. C'était trop pour moi. Je ne sais pas, Antoine, il faut que j'y réfléchisse. J'ai passé toute la semaine en conflit. D'un côté, une partie de moi, la mère que je ne cesserai jamais d'être, voulait le voir, savoir comment il allait, comprendre comment il en était arrivé là. De l'autre côté, la peur, la douleur de la trahison, le souvenir vivace de ces moments terrifiants dans la descente.
tout cela formait une barrière presque infranchissable. J'ai parlé avec mon amie Colette, avec le curé de la paroisse, même avec la psychologue que j'avais commencé à consulter après l'accident. Les avis étaient repartagés. « Vous ne lui devez rien, Madeleine, » disait Colette, toujours pratique et directe. « Il a essayé de vous tuer, bon sang. Vous n'avez aucune obligation de lui rendre visite. » Le pardon est un chemin difficile, mais libérateur, a réfléchi le curé. Pas pour l'autre, mais pour vous-même. La psychologue a été plus prudente. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, Madame Madeleine. Vous devez évaluer si vous êtes émotionnellement prête pour cette rencontre, si elle ne va pas vous causer plus de traumatisme. Après beaucoup de réflexion, j'ai pris ma décision. J'ai demandé à Antoine d'organiser l'autorisation pour une visite. Je ne savais pas exactement ce que je dirais, ce que je ressentirais, mais je sentais que je devais y aller. Le jour de la visite est arrivé avec une pluie fine et froide. Antoine insistait pour m'accompagner, mais j'ai demandé qu'il attende dans la voiture. C'est quelque chose que je dois faire seul, mon fils. La prison était un endroit oppressant, avec ses hauts murs, ses barbelés, ses gardiens armés. J'ai été fouillé, je suis passé sous des détecteurs de métaux, j'ai rempli des formulaires. Toute la procédure semblait irréelle. Moi, Madeleine Dubois, institutrice retraitée, traitée comme une potentielle contrebandière d'objets illicites, tout cela pour voir le fils qui avait essayé de me tuer. Quand j'ai finalement été conduite à l'infirmerie, mon cœur battait si fort que j'ai pensé que les gardiens pourraient l'entendre. Et puis, il était là. Allongé dans un lit simple, avec un pansement au poignet gauche, plus maigre et vieilli que dans mes souvenirs. Nos regards se sont croisés et pendant un moment, aucun de nous n'a dit un mot. Que dit-on dans une situation pareille? Quel manuel de savoir-vivre couvre ce type de rencontre? « Maman, a-t-il finalement parlé, la voix faible. Vous êtes venue. »« Je suis venue, ai-je répondu simplement, en m'asseyant sur la chaise à côté du lit, gardant une certaine distance. »« Pourquoi ?» a-t-il demandé, semblant vraiment perplexe. Une question simple, mais qui exigeait une réponse complexe. Pourquoi étais-je venue? Je ne le savais même pas exactement. Je voulais voir comment tu allais, ai-je finalement répondu. Antoine m'a raconté ce qui s'est passé. Il a regardé le plafond, évitant mon regard. Je n'en peux plus de vivre comme ça, en prison, avec tout le monde qui me regarde comme un monstre, comme le type qui a essayé de tuer sa propre mère. Et ce n'est pas ce que tu es, Claude, ce n'est pas ce que tu as fait. Ma question directe a semblé l'atteindre comme un coup physique. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne sais plus qui je suis, maman. Je ne sais pas comment j'en suis arrivée là. C'était la première fois que je voyais quelque chose qui ressemblait à de vrais remords dans ses yeux, pas seulement de l'apitoiement sur soi. Les dettes, l'addiction au jeu, tout m'a dévoré. Je n'arrivais plus à réfléchir correctement. Quand Marcel, l'usurier, a commencé à menacer ma vie, à dire qu'il s'en prendrait à Amélie, j'ai paniqué. Et ta solution a été de me tuer? Ton propre sang? Il a commencé à pleurer ouvertement maintenant, quelque chose que je n'avais pas vu depuis qu'il était petit. Je n'ai aucune excuse, maman. Je ne mérite pas le pardon. C'est pour ça que j'ai essayé d'en finir. Nous sommes restés silencieux pendant plusieurs minutes. Moi, traitant tout ce qu'il avait dit, lui attendant probablement quelques paroles de réconfort que je n'étais pas sûre de pouvoir offrir. « T'es-tu déjà demandé ce que j'ai ressenti dans cette voiture, Claude? Quand j'ai réalisé que les freins ne fonctionnaient pas, la terreur absolue de savoir que j'allais mourir, que mon propre fils avait planifié cela. » Il a baissé la tête, incapable de me regarder dans les yeux. Je ne dors pas une nuit complète depuis. J'ai des cauchemars constants. J'ai besoin d'une canne à cause des séquelles de l'accident. J'ai perdu confiance en les gens, surtout les plus proches. Tu n'as pas seulement détruit ma voiture, Claude. Tu as détruit ma paix, mon sentiment de sécurité dans le monde. Plus de silence. Qu'y avait-il d'autre à dire? Je ne sais pas si je pourrais te pardonner un jour, ai-je finalement continué. Peut-être jamais. Mais je sais que je ne veux pas vivre le reste de ma vie consumée par la haine,
Je ne veux pas que tu définisses qui je suis ou ce que je deviendrai à partir de maintenant. » Il a levé les yeux, surpris par mes paroles. « Tu vas purger ta peine, Claude. Tu vas payer pour ce que tu as fait selon ce que la loi a déterminé. En attendant, je te suggère de chercher de l'aide, d'essayer de comprendre comment tu en es arrivé là, de travailler pour devenir une meilleure personne. Pas pour moi, pas pour Amélie, mais pour toi-même. » Je me suis levée pour partir. J'avais dit ce que j'avais besoin de dire, vu ce que j'avais besoin de voir. « Maman » a-t-il appelé quand j'étais déjà à la porte. « Vous pensez qu'un jour… » « Je ne sais pas, Claude. Sincèrement, je ne sais pas. Le temps le dira. » Je suis sortie de la prison avec un poids que je ne savais pas porter un peu plus léger. Je n'avais pas pardonné à mon fils. Je ne savais pas si j'y arriverais un jour. Mais j'avais réussi à le regarder dans les yeux, à dire ce qui devait être dit et à ressortir entière. C'était une petite victoire. Antoine attendait anxieux dans la voiture. « Comment ça s'est passé, maman ?»« Difficile, » ai-je répondu avec sincérité, « mais nécessaire. » Sur le chemin du retour, je regardais le paysage par la fenêtre de la voiture, pensive. La pluie s'était arrêtée et un timide rayon de soleil apparaissait entre les nuages. J'ai pensé à comment la vie suit parfois ce même schéma. Après la tempête la plus violente, finalement, la lumière trouve un chemin. Cette nuit-là, j'ai écrit une longue lettre à Amélie qui avait déménagé avec sa mère à Paris, essayant de recommencer loin des regards et des commentaires. Je lui ai raconté ma visite à Claude, les émotions contradictoires, le long voyage du pardon. J'ai terminé par des mots que j'espérais lui donner quelque réconfort. « Ma chère petite fille, parfois la vie nous présente des choix impossibles, des douleurs qui semblent sans fin. Ce qui détermine qui nous sommes, ce n'est pas l'absence de ces douleurs, mais comment nous choisissons d'y répondre. Ton père a fait des choix terribles, a causé d'immenses souffrances, mais tu n'as pas besoin de porter ce fardeau. Tu es ta propre personne, avec ton propre chemin à parcourir, ta propre lumière à faire briller. 2 ans se sont écoulés depuis l'accident. Mon travail de conférencière et bénévole a grandi plus que je n'aurais jamais pu l'imaginer. J'ai aidé à créer un groupe de soutien pour personnes âgées victimes de violences familiales. J'ai collaboré à l'élaboration d'une brochure informative distribuée dans les centres de santé et centres communautaires. Et j'ai même participé à des audiences publiques au conseil municipal sur les politiques de protection des personnes âgées. Ma maison, qui avait un jour été le théâtre de trahisons et de mensonges, s'est transformée en point de rencontre pour notre groupe de soutien. Les mercredis, le salon se remplissait de dames et messieurs partageant leurs expériences, offrant des conseils, écoutant simplement les uns les autres avec compassion et sans jugement. « Madame Madeleine, vous avez sauvé ma vie », a dit Monsieur Pierre, un homme de 84 ans, lors d'une de ces rencontres. « Après avoir entendu votre conférence à la radio, j'ai eu le courage de dénoncer mon neveu qui détournait ma retraite depuis des années. Des histoires comme celle-ci me donnaient de la force les mauvais jours, les jours où la douleur des souvenirs semblait plus forte que ma capacité à la supporter. Antoine continuait d'être mon port sûr, mon roc. Il appelait tous les jours, venait me rendre visite les week-ends quand il le pouvait. Quand il a reçu une offre d'emploi à Lyon, il a immédiatement refusé. « Je ne vais pas vous laisser seul, maman. »« Ne sois pas bête, Antoine. C'est une excellente opportunité pour ta carrière. J'ai mes amis, mon travail bénévole. Je suis bien en sécurité avec les caméras et le nouveau système d'alarme. Va et brille, mon fils. » Après beaucoup d'insistance de ma part, il a fini par accepter le nouvel emploi, mais a tenu à installer un système de surveillance qui lui permettait de vérifier par téléphone si j'allais bien. Une technologie qui, ironiquement, me faisait me sentir protégée au lieu d'être surveillée. La différence entre contrôle abusif et véritable attention. Amélie, maintenant âgée de 18 ans, se préparait au baccalauréat pour étudier la psychologie. « Je veux aider les gens qui ont vécu des traumatismes, mamie », m'a-t-elle dit lors d'une de ses visites. « Comme vous m'avez aidé, comme la psychologue nous a aidés. »
Elle était devenue une jeune femme forte, résiliente, transformant sa douleur en combustible pour aider les autres, un reflet de ce que j'avais moi-même fait. Quant à Claude, je ne lui ai plus rendu visite après ce jour à l'infirmerie. Il m'écrivait occasionnellement des lettres que je lisais, mais auxquelles je répondais rarement. Entre les lignes, il semblait y avoir un homme essayant de comprendre ses propres démons, luttant pour accepter la responsabilité de ses actes. Il participait à une thérapie en prison, à des groupes de soutien pour addicts au jeu. Petit pas dans un long voyage de rédemption dont je ne savais pas s'il se terminerait un jour. Un dimanche matin, en m'occupant de mon jardin de roses, les mêmes plantes que je cultive depuis des décennies, qui ont survécu aux tempêtes, aux sécheresses et même à la tentative d'assassinat de leur jardinière, j'ai trouvé un petit bouton de marguerite poussant entre elles. Je n'avais pas planté de marguerite là. C'était probablement une graine apportée par le vent ou par un oiseau. Je suis restée à observer cette petite marguerite improbable, poussant au milieu de mes fleurs traditionnelles. Un rappel de la nature que la vie trouve toujours un chemin, même dans les endroits les plus improbables, même après les tempêtes les plus dévastatrices. À 78 ans, portant des cicatrices visibles et invisibles, j'avais trouvé une nouvelle façon de fleurir. Pas comme je l'avais espéré, pas comme je l'avais planifié, mais exactement comme il le fallait. Si vous suivez cette histoire et vous souciez de la protection des droits des personnes âgées, laissez votre like et commentaire. Votre interaction aide à diffuser ce message important à ceux qui en ont le plus besoin. 3 ans après l'accident, j'ai reçu une invitation que je n'aurais jamais pu imaginer. Le ministère des Solidarités et de la Santé m'a invité à participer à un événement national sur la violence envers les personnes âgées à Paris. Moi, Madeleine Dubois, institutrice retraitée de Châteauroux, parlant à l'Assemblée nationale. Quand j'ai appelé Antoine pour lui raconter, il était aussi ému que moi. Vous voyez, toute cette souffrance crée un mouvement plus grand que nous. Et c'était vraiment le cas. Ce qui avait commencé comme une tragédie personnelle s'était transformé en une mission qui impactait de plus en plus de vies. Je recevais des lettres et des emails. Oui, j'ai appris à utiliser l'email à 78 ans grâce à l'insistance d'Amélie. De personnes de tout le pays racontant comment mon histoire les avait aidés à identifier des situations abusives et à chercher de l'aide. Le voyage à Paris a été une expérience surréaliste. Logé dans un bel hôtel, traité comme une autorité sur le sujet, moi qui ne m'étais jamais considérée comme plus qu'une simple institutrice. Dans le grand auditorium bondé, quand mon tour de parler est arrivé, j'ai respiré profondément, me suis appuyée sur ma canne et ai marché lentement jusqu'au pupitre. Bonjour à tous, je m'appelle Madeleine Dubois et je suis une survivante. Pendant 40 minutes, j'ai partagé non seulement mon histoire personnelle, mais tout ce que j'avais appris ces dernières années sur les schémas de maltraitance envers les personnes âgées, sur la violence patrimoniale, sur la manipulation psychologique qui précède souvent des actes plus graves. J'ai parlé de l'importance des politiques publiques de protection, mais aussi du besoin de sensibilisation et d'éducation. Beaucoup de personnes âgées ne reconnaissent même pas qu'elles sont victimes de maltraitance, car elles ont été élevées en croyant que la famille est sacrée, que les problèmes doivent être résolus à la maison. D'autres le reconnaissent, mais ressentent de la honte, de la culpabilité, la peur de se retrouver seules si elles dénoncent. Nous avons besoin de campagnes qui atteignent ces personnes, qui leur fassent comprendre que chercher de l'aide n'est pas une trahison, c'est de l'autopréservation. À la fin de mon intervention, j'ai été surprise par une longue ovation debout. Parmi les personnes qui applaudissaient se trouvait la ministre, qui est venue personnellement me féliciter. « Madame Madeleine, votre courage a transformé une expérience si traumatisante en quelque chose qui profite à tant d'autres est vraiment inspirant, a-t-elle dit, tenant mes mains ridées dans les siennes. Nous élaborons un projet de loi pour renforcer les mesures de protection des personnes âgées et nous aimerions beaucoup avoir votre contribution. À ce moment-là, j'ai senti que quelque chose de plus grand que moi était en marche, que toute cette douleur, toute cette souffrance avait un but que je n'aurais jamais pu imaginer.
En retournant à Châteauroux, j'ai été accueillie par une petite célébration à l'association des retraités. Mon amie Colette avait tout organisé, avec un gâteau, du cidre et une bannière faite à la main qui disait « Madeleine, notre héroïne ». J'étais gênée par toute cette attention, mais aussi profondément touchée par l'affection. Je ne suis pas une héroïne, les amis, ai-je essayé d'argumenter. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. Non, Madeleine, a rétorqué M. Pierre, un membre de notre groupe de soutien. La plupart des gens se seraient abandonnés à l'amertume, à la haine. Vous avez transformé votre douleur en quelque chose qui aide les autres. Ça, c'est de l'héroïsme. C'est vers cette époque que j'ai dû faire face à une autre situation difficile. Claude avait demandé un aménagement de peine après avoir purgé 1/6 de sa sentence avec bonne conduite. Le juge, considérant les circonstances du crime, voulait mon avis avant de prendre une décision. Je me suis retrouvée à nouveau dans la position difficile de devoir décider quelque chose qui impacterait directement la vie de mon fils. Le même fils qui avait essayé d'ôter la mienne. Antoine était furieux de cette possibilité. « Il ne mérite aucun avantage, maman. Il devrait purger chaque jour de ses 28 ans de peine. » Je comprenais son indignation. Une partie de moi ressentait la même chose. Mais une autre partie, peut-être l'institutrice qui avait toujours cru au pouvoir transformateur de l'éducation et du repentir sincère, hésitait. J'ai décidé de rendre visite à Claude une fois de plus avant de donner mon avis au juge. J'avais besoin de regarder dans ses yeux, de sentir s'il y avait un vrai repentir ou juste de la manipulation pour obtenir des avantages. La prison ne semblait pas moins oppressante lors de cette deuxième visite, mais j'étais plus préparée, plus forte. Claude était visiblement nerveux quand il m'a vue entrer dans la salle de visite. 3 ans de prison avaient laissé leur marque. Cheveux grisonnants, rides plus profondes, un regard abattu. « Maman, je ne m'attendais pas. Votre avocat a demandé un aménagement de peine, l'ai-je interrompu, allant droit au but. Le juge veut connaître mon avis. » Il a hoché la tête, incapable de me regarder dans les yeux. « Je sais que je n'ai pas le droit de vous demander quoi que ce soit. Pourquoi pensez-vous mériter cet avantage, Claude ?» Il a respiré profondément avant de répondre. « Je ne sais pas si je le mérite. Je sais que j'ai essayé de changer. Je participe à tous les programmes de réhabilitation ici. Groupe de thérapie, cours. J'ai même commencé à donner des cours de mathématiques à d'autres détenus. » Cela m'a surprise. Claude n'avait jamais montré d'intérêt pour l'enseignement ou pour aider les autres. Je suis sevrée de l'addiction au jeu depuis 3 ans. Je sais que rien de tout cela n'efface ce que j'ai fait, maman. Rien ne compense la terreur que je vous ai causée, la souffrance, les cicatrices. Si vous dites au juge que je suis un monstre qui doit pourrir ici pour toujours, je comprendrai. Il y avait une résignation dans sa voix qui ne semblait pas jouer. Je suis restée silencieuse plusieurs minutes en l'observant. Le garçon que j'avais bercé dans mes bras, à qui j'avais appris à marcher, que j'avais protégé de tant de dangers du monde, et qui un jour avait décidé que ma vie valait moins que ses dettes de jeu. « J'ai une question », ai-je finalement dit. « Si le juge accorde l'aménagement, que ferez-vous de cette chance ?» Il a semblé surpris par la question. Il s'attendait à des reproches, pas à une possibilité. Je continuerai la thérapie, continuerai à m'éduquer. Je veux comprendre pourquoi je suis devenue ce que je suis devenue. Je veux avoir la chance un jour, peut-être, de pouvoir montrer à Amélie que les gens peuvent changer, même après les pires erreurs. Il a mentionné Amélie avec hésitation, comme s'il craignait ma réaction. Ma petite fille avait complètement coupé le contact avec lui après le procès. Elle est à l'université maintenant, vous saviez, psychologie. Un petit sourire est apparu sur son visage, le premier sourire sincère que je voyais depuis des années. Elle a toujours été si intelligente, si forte. Comme sa mère, ai-je commenté. Sophie l'a très bien élevée malgré tout. Il a hoché la tête, visiblement ému. Sophie, son ex-femme, avait été un roc pour Amélie pendant tout le processus. Après cette visite,
j'ai longuement réfléchi à ce que je devais dire au juge. J'ai consulté Antoine, qui restait inflexible dans son opposition. J'ai parlé avec ma psychologue, avec le curé de la paroisse. J'ai passé des nuits blanches à réfléchir. Finalement, j'ai écrit une lettre prudente au juge. Je ne me suis pas opposé à l'aménagement de peine, mais j'ai demandé des conditions strictes. Thérapie obligatoire, interdiction de me contacter sans mon consentement explicite, surveillance électronique. Je crois en la possibilité de réhabilitation, ai-je écrit, mais aussi dans le besoin de protection et de justice. Le juge a fini par accorder l'aménagement vers le régime semi-ouvert, avec toutes les conditions que j'avais demandées. Claude pourrait travailler pendant la journée, mais devrait retourner en prison la nuit. Toute violation entraînerait un retour immédiat au régime fermé. Antoine a été déçu par ma décision. « Vous êtes trop bonne, maman. Il ne mérite pas votre compassion. » Il ne s'agit pas seulement de lui, mon fils. Il s'agit aussi de moi, du type de personne que je veux être, de l'héritage que je veux laisser. La haine et la vengeance ne consument que ceux qui les portent. Petit à petit, Antoine a fini par accepter ma décision, bien qu'il maintienne encore une distance totale avec son frère. Pendant ce temps, mon travail d'activiste pour les droits des personnes âgées continuait de grandir. Le groupe de soutien qui avait commencé dans mon salon avait maintenant son propre espace, fourni par la mairie, et aidait des dizaines de personnes âgées chaque semaine. Nous offrions non seulement un soutien émotionnel, mais aussi des conseils juridiques, des orientations vers les services sociaux, même un accompagnement au commissariat pour porter plainte quand c'était nécessaire. Amélie, déjà en 3e année d'université, venait souvent les week-ends pour m'aider et apprendre avec le groupe. C'est une expérience pratique incroyable, mamie. J'apprends plus ici que dans beaucoup de cours. C'est pendant une de ces visites qu'elle a mentionné quelque chose qui m'a prise au dépourvu. « Mamie, papa m'a envoyé une lettre de la prison. » J'ai senti mon cœur s'accélérer. « Et tu as répondu ?» Elle a secoué la tête négativement. « Pas encore. Je ne sais pas si je dois. » Que disait la lettre? Il demande pardon. Il dit qu'il comprend si je ne veux plus jamais le voir, mais qu'il veut que je sache qu'il essaie de changer, qu'il regrette tout ce qu'il a fait. J'ai vu la confusion dans ses jeunes yeux, le conflit entre l'amour naturel pour un père et l'horreur des actes qu'il avait commis. Que pensez-vous que je devrais faire, mamie? J'ai choisi mes mots avec soin. Amélie, personne ne peut prendre cette décision pour toi. Ton père a commis un crime terrible, c'est un fait. C'est aussi un fait que tu as le droit de protéger ton propre bien-être émotionnel. Si tu ne te sens pas prête à répondre, ne réponds pas. Si un jour tu sens que tu veux essayer un quelconque contact, fais-le à ton rythme, selon tes conditions. Elle a hoché la tête pensive. Arrivez-vous à le regarder et à ne pas ressentir de haine? Une question difficile qui exigeait de l'honnêteté. Certains jours sont plus difficiles que d'autres, mon amour. J'ai encore des cauchemars de l'accident. J'ai encore mal au dos à cause des fractures. Mais j'ai appris que haïr consomme beaucoup d'énergie. Une énergie que je préfère utiliser pour des choses positives, comme notre groupe de soutien, comme passer du temps avec toi et avec des amis qui se soucient vraiment de moi. Je ne sais pas si ma réponse l'a aidée, mais j'ai remarqué qu'elle semblait un peu plus tranquille après notre conversation. Ces moments avec Amélie étaient précieux pour moi. Voir comment elle devenait une jeune femme forte, empathique, capable de traiter des expériences douloureuses et de les transformer en quelque chose de constructif. La semaine où j'ai eu 79 ans, j'ai reçu une nouvelle surprenante. Le projet de loi que j'avais aidé à élaborer avait été adopté à l'Assemblée nationale et allait au Sénat. Le projet Madeleine, comme certains parlementaires l'appelaient affectueusement, prévoyait des mesures plus strictes contre la violence patrimoniale envers les personnes âgées, la création de commissariats spécialisés dans toutes les villes de plus de 100 000 habitants et des campagnes éducatives permanentes. Antoine a tenu à venir de Lyon pour célébrer mon anniversaire et la nouvelle du projet de loi. Il a organisé une petite fête dans la salle paroissiale avec la présence des amis du groupe de soutien, d'anciens collègues enseignants et même de quelques politiciens locaux
qui s'était engagé dans la cause. « Un toast à ma mère », a dit Antoine, levant un verre de jus, car moi, en bonne institutrice retraitée, je n'autorisais pas l'alcool dans mes fêtes, qui a transformé la pire expérience de sa vie en un mouvement qui a déjà sauvé et continuera de sauver d'innombrables vies. Les gens ont applaudi, et j'ai senti mes yeux se remplir de larmes. En regardant ces visages souriants autour de moi, j'ai pensé à comme la vie fait des tours. Combien de fois, après l'accident, m'étais-je demandé pourquoi j'avais survécu? Quel était le but de tout cela? Maintenant, à 69 ans, je commençais à entrevoir les réponses. Le lendemain de la fête, en rangeant quelques cadeaux que j'avais reçus, j'ai trouvé une petite enveloppe que je n'avais pas remarquée avant. À l'intérieur, une carte simple avec un message écrit à la main. « Félicitations pour votre anniversaire et pour le projet de loi. Le monde est un meilleur endroit avec vous dedans. Continuez à faire la différence. Avec admiration, Claude. » Je me suis assise dans le fauteuil, la carte tremblant dans mes mains. Comment avait-il su pour la fête, pour le projet? Probablement par l'avocat, ou peut-être une nouvelle locale. La carte ne demandait rien. N'essayez pas de manipuler les émotions. Exprimez juste un sentiment qui semblait sincère. J'ai rangé la carte dans le tiroir du secrétaire, avec d'autres souvenirs importants de ma vie. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas remercié. Mais je ne l'ai pas jetée non plus. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'une société de production télé de Paris. Ils faisaient un documentaire sur la violence envers les personnes âgées et voulaient m'interviewer comme une des principales voix sur le sujet dans le pays. Madame Madeleine, votre histoire a inspiré beaucoup de gens. Nous croyons qu'un documentaire peut amplifier encore plus cet impact, atteignant des personnes qui n'ont peut-être pas accès à vos conférences ou à votre groupe de soutien. J'ai accepté, bien que je me sente encore mal à l'aise sous les projecteurs. L'équipe de tournage est venue à Châteauroux et a passé une semaine à m'accompagner, dans le groupe de soutien, lors d'une conférence dans un lycée local, même dans des moments simples de mon quotidien, comme en m'occupant de mon jardin de roses et de la petite marguerite qui fleurissait maintenant entre elles. Le documentaire s'appelait « Après la chute, l'histoire de Madeleine ». Il a été présenté en première dans un festival de cinéma à Paris, puis diffusé sur une chaîne câblée. J'ai reçu des dizaines de messages après la diffusion, beaucoup de personnes qui avaient identifié des situations abusives dans leur propre famille grâce au film. Un des messages les plus touchants venait d'un homme d'âge moyen de Bretagne. « Madame Madeleine, j'ai regardé votre documentaire hier soir et je n'ai pas pu dormir. J'ai réalisé que je faisais avec ma mère plusieurs des choses que vous avez décrites comme des signes de maltraitance. Contrôler ses finances sans transparence, limiter ses activités sociales, la faire se sentir incapable. Je n'avais jamais réalisé à quel point mon comportement était abusif. Ce matin, je lui ai rendu sa carte bancaire et je me suis excusée. Nous avons une longue conversation devant nous, mais je suis déterminée à changer. Merci d'avoir ouvert mes yeux. Ce message en particulier est resté avec moi longtemps. Peut-être que la prévention était aussi importante que le soutien aux victimes. Aider les potentiels agresseurs à reconnaître des comportements problématiques avant qu'ils n'escaladent vers des situations irréversibles. 4 ans après l'accident, moi, Madeleine Dubois, institutrice retraitée qui avait passé toute sa vie à Châteauroux, je me suis retrouvée dans un auditorium de l'ONU à New York, participant à un panel international sur la violence envers les personnes âgées. À l'invitation de la délégation française, j'ai partagé non seulement mon histoire personnelle, mais tout le travail que nous développions en France. La maltraitance envers les personnes âgées est un problème global qui transcende les frontières, les classes sociales et les cultures, ai-je dit dans mon témoignage, traduit simultanément en plusieurs langues. Mais c'est aussi un problème avec des solutions possibles si nous avons le courage de l'affronter ouvertement, sans honte ni tabou. À la fin de l'événement, une dame japonaise s'est approchée de moi avec l'aide d'une interprète. « Votre histoire a traversé les océans, Madame Madeleine », a-t-elle dit, tenant mes mains avec respect. « Au Japon aussi, nous luttons contre le silence qui protège les agresseurs dans les familles. Votre exemple nous donne de l'espoir. » C'était surréaliste d'être là, parlant à des gens du monde entier,
recevant des félicitations d'experts internationaux. Moi qui n'avais jamais quitté la France avant mes 79 ans, j'ai pensé à comme Henri aurait été fier, comme il aurait ri de son rire grave. Tu vois, ma chérie, ma femme est une célébrité internationale maintenant. La vie continuait de prendre des tournants inattendus. Antoine s'est marié avec une médecin de Lyon, me donnant 2 beaux petits-fils qui, malgré la distance, je tenais à voir régulièrement. Amélie a obtenu son diplôme de psychologie avec mention, a commencé à travailler dans un centre d'aide aux victimes de violences et, pour ma joie, a décidé de revenir à Châteauroux pour être plus près de moi. « Mamie, je veux apprendre tout ce que je peux avec vous, tant que j'ai encore cette chance, » m'a-t-elle dit avec ses yeux sincères, qui me rappelaient tant les siens quand elle était enfant. Quant à Claude, il continuait en régime semi-ouvert, travaillant pendant la journée comme comptable dans un bureau qui acceptait les ex-détenus. Il envoyait occasionnellement des cartes pour les dates spéciales, respectant toujours ma décision de maintenir la distance. Amélie, après beaucoup de thérapie et de réflexion, a commencé à échanger sporadiquement des lettres avec lui. Une relation prudente, avec des limites claires, mais un début. Un dimanche après-midi tranquille, pendant que j'arrosais mon jardin, j'ai entendu le bruit du portail qui s'ouvrait. C'était Colette, ma fidèle amie de tant de décennies, apportant un 4/4 encore chaud. J'ai décidé de passer avant la messe, a-t-elle dit, avec son large sourire. Il fallait que je voie comment va mon ami célèbre. Nous avons ri ensemble en entrant pour prendre un café. Colette, avec ses 73 ans, restait active et bavarde comme toujours. « Tu sais, Madeleine, a-t-elle commenté en coupant le gâteau, quand tout cela est arrivé, j'ai pensé que tu ne t'en remettrais pas, que la douleur serait trop grande. Moi aussi j'ai pensé ça, ai-je avoué. Il y a eu des jours où je ne savais pas comment je continuerais à vivre. Et regarde-toi maintenant, ONU, documentaire, projet de loi à ton nom. Tu as transformé une tragédie en un mouvement qui sauve des vies. » J'ai réfléchi à ces mots en savourant le gâteau. Tu sais ce que j'ai appris, Colette? Qu'on n'est jamais trop vieux pour recommencer, pour se réinventer. Que même dans les circonstances les plus terribles, nous avons encore le pouvoir de choisir comment répondre. Une leçon puissante pour quelqu'un qui a vécu ce que tu as vécu. Ce n'est pas toujours facile, ai-je admis. J'ai encore des mauvais jours, des jours où je me réveille en pensant à ce moment dans la descente, quand j'ai réalisé que les freins ne fonctionnaient pas. Des jours où la trahison fait mal comme si c'était hier. Et comment tu gères ces jours-là? Je les accepte comme partie du voyage. Je me permets de ressentir la douleur, de pleurer si j'en ai besoin. Et puis, je me rappelle toutes les vies que nous arrivons à impacter avec notre travail. Je pense aux dames et messieurs de notre groupe de soutien qui se sentent maintenant en sécurité pour dénoncer les maltraitances, pour reprendre le contrôle de leur vie. Et alors je comprends que même la douleur la plus profonde peut avoir un but. Colette a serré ma main dans un geste de tendresse et de compréhension. Cette nuit-là, avant de dormir, j'ai pris mon journal, une habitude que je gardais depuis des décennies, mais qui était devenue encore plus importante après l'accident, comme façon d'organiser mes pensées et émotions. Sur la dernière page, j'ai écrit « Si quelqu'un lit ces mots un jour, je veux qu'il sache. Moi, Madeleine Dubois, institutrice retraitée qui a survécu à une tentative d'assassinat par son propre fils, je ne me définis pas par la tragédie que j'ai vécue. Je me définis par ce que j'ai choisi d'en faire. À 80 ans, quand beaucoup croient que la vie se termine, j'ai découvert qu'elle peut toujours recommencer de façon surprenante. La douleur nous visite tous, tôt ou tard. La souffrance est une partie inévitable de l'existence. Mais le sens que nous donnons à cette souffrance, cela, c'est notre choix. Et j'ai choisi de transformer ma douleur en but, ma souffrance en service, ma tragédie personnelle en bien collectif. Pas par héroïsme ou noblesse extraordinaire, mais parce que j'ai découvert que c'est ainsi qu'on trouve la paix au milieu du chaos, que c'est ainsi qu'on recommence quand il semble n'y avoir aucun chemin, que c'est ainsi qu'on transforme le « pourquoi moi » en « pourquoi moi ». Je remercie du fond du cœur chacun qui a suivi mon histoire jusqu'à la fin.
Si vous connaissez quelqu'un en situation vulnérable ou si vous avez été touché par ce récit, s'il vous plaît, partagez et aidez à diffuser ce message. Ensemble, nous pouvons protéger nos personnes âgées et transformer les tragédies en but. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous dans cette mission vitale. Et souvenez-vous toujours, peu importe votre âge, peu importe la profondeur de votre blessure, il y a toujours une possibilité de recommencement. Il y a toujours de la lumière après la tempête la plus sombre. Comme ma petite Marguerite qui a poussé de façon inattendue entre les roses, la vie trouve un chemin, même dans les endroits les plus improbables, même après les chutes les plus dévastatrices. Et ainsi je termine cette histoire non pas par un point final, mais par des points de suspension, parce que le voyage continue et le meilleur reste à venir.